Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Et puis, on est avec Paul qui fait son retour pour de nouvelles discussions sociologiques, justement. Bonjour Paul, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va super bien, Oui. très très content de te retrouver. Content d'être de retour. Avec un sujet très très intéressant aujourd'hui, parce qu'on parle de la transformation des relations sociales à l'ère des réseaux. Et puis c'est un sujet très très vaste parce que quand on parle de réseaux, on parle pas seulement de réseaux sociaux, mais on parle aussi d'IA, on parle aussi de télécommunications, de beaucoup de choses, parce que Oui. dans l'histoire, on a eu beaucoup de modifications, beaucoup de changements. Oui. Là, on est à l'ère, on appelle cette ère-là l'ère du numérique, justement. Alors, est-ce que tu as déjà globalement quelque chose que tu pourrais dire par rapport à ça, par rapport à cette évolution-là? Oui. Est-ce qu'on parle des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications? Comment on appelle ça? NTIC. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça dont on veut parler. Les nouvelles technologies de l'information, incluant l'informatique, bien sûr, le digital, l'informatique et les communications et les réseaux dans tout ça, c'est-à-dire les médias sociaux. Parce que, la première des choses, c'est que la notion de réseau, elle est intéressante en sociologie. On utilise la notion de réseau depuis longtemps, avant même qu'on en fasse une application à propos des médias sociaux. Par exemple, Facebook, où on crée des réseaux numériques et où on peut rejoindre les amis, les connaissances, etc. Donc, ces réseaux-là existaient déjà, ont déjà été étudiés par les sociologues, les anthropologues, avant même la venue des réseaux dans la sphère informatique ou sur Internet. D'abord, le mot même en lui-même, réseau, c'est quelque chose qui de base est censé relier, parce que quand on parle de réseau, c'est pour lier des gens qui peut-être n'ont pas de lien. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce sens-là est un peu galvaudé, parce que quand on parle de réseau, on a perdu le côté réseau, justement. On est plus dans le côté, montrer que c'est soi plutôt que de lier des liens avec, par exemple, on a comme Facebook à la base, c'était pour retrouver ses amis, mais maintenant Facebook c'est plus quelque chose de commercial maintenant. Oui, et je ne sais pas si on a perdu quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'est transformé, ça c'est sûr, à travers nos réseaux. C'est-à-dire que plus on les a mis sur des plateformes numériques et dans les enjeux de médias sociaux, etc., plus on a fait ça, plus on s'est mis à manipuler nos réseaux en fonction de certains objectifs qu'on voulait atteindre. Ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90. On vivait dans des réseaux, on subissait les contraintes aussi, les bons côtés, mais aussi les contraintes un peu plus négatives des relations qu'on entretenait dans nos réseaux. Et à travers ces réseaux-là, qu'est-ce qu'on créait? On créait des liens interfamilial, des liens de proximité avec le voisinage. On créait des liens dans la profession aussi. Et ça nous donnait accès à certaines informations. Maintenant, une fois qu'on en a fait une application, comme tu disais avec Facebook et tout ça, là, il y a eu une tentation très forte, et c'était de manipuler ces réseaux-là en fonction de nos propres intérêts. Et ça, c'est assez nouveau. Et ce qui a fait en sorte que même des gens dans les grandes écoles de gestion ont enseigné aux étudiants comment gérer leur réseau en fonction de leurs objectifs professionnels. Parce que là maintenant, il y a quelque chose aussi qui est assez paradoxal, parce que avant, se faire des réseaux, c'était être, par exemple, très visible, avoir beaucoup de réseaux, de liens, je dirais, de rapports avec tout le monde, dans le sens d'avoir des contacts. Oui. C'est quelque chose qui était glorifié. Mais maintenant, on recherche plus professionnellement des gens qui sont pas trop sur les réseaux. On cherche des gens qui ont en tout cas une utilisation responsable des réseaux. Est-ce que justement les réseaux maintenant tels qu'on les connaît ne sont pas un peu l'inverse plutôt de ce qu'on avait? Parce qu'avant les réseaux c'était avant quelqu'un qui connaît 100 personnes, 100 Facebook, il connaît vraiment important. Mais maintenant quand tu as 100 000 abonnés, on se dit c'est un peu suspect. C'est vrai. Il y a ce côté-là. Il fallait expérimenter comme n'importe quel
nouveauté technologique, je pense qu'il fallait expérimenter. Et depuis, on a appris un certain nombre de choses. Justement, comme tu disais que c'est pas vrai qu'on peut avoir 150 000 amis. Les amis, ça se compte sur les doigts de la main. Et les proches encore sur les doigts d'une main. Et les autres, c'est des connaissances. Exactement. Et donc, ça, c'est pas... On revient à une vision plus réaliste en termes de réseau, je pense, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut continuer en sociologie, en anthropologie, d'étudier ces réseaux-là sous leur forme numérique et comment les gens tissent des liens à partir d'Internet. Oui. Moi, j'aurais une question. Il y a un footballeur assez, je crois que c'est un footballeur ou un boxeur assez célèbre qui a dit les gens se permettent de dire n'importe quoi sur les réseaux parce que ils savent qu'il y a personne qui va venir pour leur donner un bon coup de poing dans le visage. Est-ce que tu penses que les réseaux ont libéralisé, je dirais, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça a libéralisé tout ce que l'être humain a de méchant en lui, les commentaires négatifs, les caractères négatifs. Est-ce que tu penses que il y a une certaine sorte de libéralité justement des caractères que l'être humain ne disait pas parce qu'il sait qu'à travers le réseau, il est au Japon, toi t'es en Afrique, tu vas jamais le retrouver. Est-ce que tu penses pas que ça a ouvert un peu ce champ-là? Oui, moi je pense que oui. Il y a une liberté beaucoup plus grande que lorsqu'on est face à face comme toi et moi actuellement. On participe à cette émission et je me permettrai pas de parler avec des gros mots. De toute façon, je ne le croirais pas, non, mais je me permettrai pas de dire un certain nombre de choses à ton propos face à face que si tu n'étais pas là. Et donc, effectivement, les réseaux permettent une plus grande liberté de parole, pour le meilleur et pour le pire, sans le face-à-face. Alors, le face-à-face nous restreint justement, nous oblige à garder une certaine civilité. Voyez? Si on n'est pas dans le face-à-face, on peut facilement déraper. Est-ce que ça montre pas aussi que les réseaux sociaux cultivent un peu une certaine sorte je dirais, d'hypocrisie ou alors de lâcheté de l'être humain parce que les gens se cachent derrière les commentaires, se cachent derrière les réseaux parce que ils disent des choses qu'ils diront jamais en face, en fait. Donc, est-ce qu'on quand on regardait, par exemple, les films de gladiateurs ou autres, bon, c'est des époques passées, on n'était pas là, mais en tout cas, c'était des hommes d'honneur qui s'affrontaient, qui tenaient leurs paroles, qui disaient que si je t'attrape, on va se battre jusqu'à la mort, et puis ils se battaient jusqu'à la mort. Mais maintenant, c'est plus des gens qui disent des choses et puis qui se cachent derrière. Est-ce que ça modifie pas justement le rapport social que les êtres humains ont? Absolument, bien sûr. Puis on voit, il y a plein d'études en sociologie et en psychologie qui sont sorties dans les 15 dernières années et qui montrent justement les conséquences négatives sur la dépression, sur l'anxiété, l'angoisse, surtout chez les jeunes et les adolescents. Et là, on commence à apprendre, les sociétés commencent vraiment à réagir. On a vu des lois qui sont passées, par exemple, en Australie, en Océanie, et ensuite, quelques pays d'Europe, j'ai oublié lesquels exactement, qui interdisent littéralement l'usage des médias sociaux aux moins de 16 ans. Alors, moi, je pense qu'il y a eu cette période d'expérimentation avec des bons coups, on pourrait dire, mais aussi certaines catastrophes parce que le sexting, par exemple, tu connais le sexting, ou ces choses-là ont fait des graves dommages. Il y a des jeunes filles qui se sont enlevées la vie, dont une Canadienne, entre autres. Et donc, est-ce qu'il fallait passer par là? Est-ce qu'on pouvait prévoir la chose? Les sociétés fonctionnent très souvent par essai-erreur, malheureusement, avec les conséquences négatives que ça peut avoir. Mais là, on commence à réagir, on commence à faire comme « wow, là, ça va ». Là, on a assez d'études sérieuses, scientifiques, en sciences humaines, qui nous permettent de dire on ne peut pas laisser les jeunes par eux-mêmes, en bas de 16 ans, parce que ça crée des dépendances et les effets sont plus négatifs que positifs. Et là, ça m'emmène justement à ma prochaine question parce que toutes ces choses-là sont liées à ce qu'on appelle un algorithme. Par exemple, un réseau social, ça marche avec l'algorithme, ça marche avec ce qu'on appelle le viral. Aujourd'hui, on est dans l'ère du viral. Si tu veux devenir célèbre, ça te prend une bonne vidéo pour devenir célèbre. Si tu veux aussi perdre tout ce que tu as, ça te prend une bonne vidéo aussi pour perdre tout ce que tu as. Est-ce
est-ce qu'on vit pas dans une société où extrême. Les gens sont... Une société extrême. Exactement. Oui. On vit dans les extrêmes, et ça, c'est pas nouveau. Cette tendance à l'extrême, on pourrait remonter au milieu des années 80, comme quand les sociétés commencent à... en Occident, je parle bien sûr, commencent à initier des sports extrêmes, par exemple, des activités extrêmes pour avoir des sensations extrêmes. Déjà, à la fin des années 80, on a cette tendance-là. Hein, par exemple, de faire des sons avec un élastique, tu sais. Avec un élastique? Oui. Attaché au corps. Wow. Oui. Comment ça s'appelle, le jump avec un gros élastique? Sur le trampoline, là? Ou... Non. Tu sautes d'une falaise ou d'un lieu, et t'es attaché à un élastique et tu rebondis comme ça. Wow. J'ai pas encore vu ça, je pense. Oui. Ben, en tout cas, c'est assez... Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Dans la postmodernité, à partir de la fin des années 80, on recherche des sensations fortes. Alors, c'est pas étonnant que l'Internet, les médias sociaux ont suivi cette tendance-là. Elle était déjà amorcée dans la vie réelle. Alors, dans la vie surréelle ou sur Internet, on a continué de chercher ces sensations fortes. Et à travers les logarithmes, et c'est ça qui est reproché aux grandes compagnies, c'est d'insister et de faire en sorte que les individus se retrouvent un peu piégés dans les choix qu'ils font, et ça l'amène à une certaine polarisation. Hein, depuis. Alors, je sais pas moi, si vous regardez un short, un petit vidéo rapide sur Donald Trump. Alors, si vous le regardez pendant plusieurs secondes, l'algorithme va comprendre que vous voulez voir Donald Trump. On va vous en montrer de plus en plus. Et mais on va accentuer la tendance. Et c'est ça qui est le défaut de l'algorithme. Est-ce qu'on peut pas alors dire qu'actuellement les grandes entreprises qui dirigent toutes ces plateformes, et parce que faut être honnête, sur entre TikTok, Facebook, Instagram et WhatsApp, on a plus de, si la population mondiale actuelle est entre 7 milliards de personnes, on a environ 5 milliards, ou je dirais même 6 milliards qui sont là-dessus. Bon, à part les enfants et les plus âgés, bien sûr, donc on va revenir à 5 ou 4 milliards. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas les personnes qui dictent notre nouvelle société? Parce que bien sûr, ce sont elles qui savent, qui mettent ce qu'on doit voir, comment ce qu'on doit penser. Bien et sûr. Je ne fuis pas trop. Oui, ce sont les nouveaux dirigeants de la planète. Absolument, bien sûr. C'est eux qui contrôlent nos consciences. Et quand j'emploie le mot conscience, c'est avec beaucoup de... en faisant très attention. Mais c'est eux qui contrôlent nos consciences. Les choix qu'on fait dans les vidéos sont déjà prédéterminés par les algorithmes. Et ça, on le sait, les études nous le démontrent. Et ces grandes compagnies sont coupables de ça. Il n'y a pas cette liberté totale sur Internet, ça n'existe pas. Et tout ça est voulu. Pourquoi? J'ai oublié son nom, mais je vais essayer de me rappeler d'ici la fin de l'émission. Mais un des spécialistes des réseaux sociaux, des médias sociaux, qui a travaillé pour Facebook, qui a travaillé aussi pour Google, il a même vendu une de ses entreprises à Google, est catégorique de ce point de vue-là. Ça crée des dépendances et ça crée, plus de négatifs que de positifs. Plus de négatifs que de positifs, c'est quelque chose qui est assez apeurant parce que justement, on en a parlé, on a dit toutes ces personnes-là qui sont affectées, en plus la jeunesse, parce que ils sont beaucoup plus vulnérables et puis moins, je dirais, moins responsables de tous ces stimuli-là qui agissent sur leur mental. Leur esprit n'est pas formé. Exactement. Encore. Il n'est pas complètement formé. Et donc, si vous faites intervenir ces logarithmes dans la vie quotidienne des jeunes, ça a une influence extrêmement importante. Parce que on a traversé plusieurs courants de pensée à travers
l'histoire de l'humanité, les grands penseurs, comme par exemple, on a dit que la conscience, par exemple, qui venait, par exemple, la définition de la conscience cogito ergo sum, je pense donc je suis de René Descartes, par exemple. Est-ce que maintenant on n'est pas en train de tomber dans une autre sorte de conscience de soi qui est le paraître en fonction de comment les réseaux veulent qu'on paraisse? Et est-ce qu'on n'est pas en train de perdre justement cette conscience de soi parce que les gens ne s'identifient plus à ce qu'ils sont, ils s'identifient à ce que quelqu'un d'autre est, à ce que comment les réseaux montrent que les choses doivent être, à comment est-ce qu'on doit s'habiller. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre justement la conscience de soi qu'on a développée pendant ces derniers siècles? Je pense que, comme je le disais tantôt, il faut quand même se réjouir de la réaction de certaines sociétés qui prennent ça très au sérieux et qui vont interdire au moins de 16 ans, comme en Australie et ailleurs. Et le Québec a interdit le cellulaire dans les classes. C'est tout nouveau, vous voyez. Et cette année, il est une première expérimentation depuis plusieurs années. Et il faudra aller voir comment ça se passe au secondaire, puis et aussi au primaire, mais surtout au secondaire. Je pense que les jeunes sont en train de redécouvrir la vie réelle. Exactement. Et je pense que oui. Mais c'est-à-dire que si on laisse les tendances agir par elles-mêmes plutôt, et que l'État ou la société civile n'interviennent pas, ben là, on a des problèmes. Là, on a de gros problèmes. Et justement, ça m'emmène aussi à la suite de ce que j'allais dire. On parle de jeunesse, on parle de futur, on parle d'avenir. Et là, on parle aussi qu'on est dans une ère qui est l'ère du numérique. Cette jeunesse-là est beaucoup axée sur le numérique. Est-ce que justement essayer de couper cette herbe sous le pied de cette jeunesse-là en termes de suspendre ou alors de raccourcir leur exposition aux médias n'est pas aussi le fait de vouloir inconsciemment les ramener dans une époque dans laquelle on se sent confortable, nous autres qui n'avons pas été forcément enfants dans cette ère du numérique? C'est une bonne question. On peut le poser comme ça. Moi, je le poserai pas nécessairement comme ça. Je pense que c'est en termes de, on l'a vu, on a eu, c'était pas un choix qu'on avait la pandémie, mais là, quand on a eu la pandémie, on a pu expérimenter l'isolement et l'effet justement des médias sociaux sur la socialisation, sur les relations sociales, etc. Vous voyez? Et ça a été extrêmement négatif. On le sait, ça, les jeunes ont fait beaucoup de dépression, etc. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'être humain d'être en relation et d'être en groupe, pas d'être branché sur un téléphone. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, c'est le monde réel aussi. Et puis, avant de terminer sur cette parenthèse par rapport aux médias, on parle aussi des mass médias. Actuellement, on voit que même dans la promotion de plusieurs choses. Avant, quand on voulait faire connaître un produit, quand on voulait faire la promotion d'un film, quand on voulait faire la promotion d'une musique, on passait par les médias traditionnels, la radio, la télévision et autres. Est-ce que maintenant les mass médias ne sont plus que des médias et que les réseaux sociaux ne sont plus les mass médias? Parce que quand on a une personne comme Cristiano Ronaldo qui a, je veux pas raconter de bêtises, mais je pense qu'il y a environ 700 millions d'abonnés sur seulement Instagram. Je vérifie juste rapidement, mais je pense que oui, c'est ça. Parce que je pense que Cristiano Ronaldo a 700 millions d'abonnés sur Instagram. Et puis, il a environ 200 ou 300 millions sur Facebook, et sans compter le reste. Cette personne-là, à lui seul, si Cristiano fait, par exemple, une publicité de toi, il y a 673 millions de personnes sur Instagram. Sans compter sur Facebook et tout le reste. Une seule personne te permet de toucher 1 milliard de personnes sur la Terre. C'est une méga star. Donc, cette personne-là est à lui seul un hyper giga mass média, parce que ta télévision, elle est visible au Canada, c'est 40 millions de personnes. Aux États-Unis, c'est 300 millions de personnes. Et lui seul, il te ramène chaque personne de chaque pays. Est-ce que justement, ces personnes-là, comme Handgriff, des leaders charismatiques dans ce dont tu as parlé, ne sont pas les nouvelles personnes qui sont à l'aide des réseaux sociaux, les nouveaux dirigeants mentaux du monde, si je peux le dire ainsi? Je ne sais pas s'ils dirigent le monde, mais en tout cas, ils influencent le monde. C'est pour ça qu'on les appelle des influenceurs. Il y en a qui en ont fait leur métier, même. Il y en a qui sont influenceurs sans vouloir l'être. C'est-à-dire que c'est des méga stars comme tu nommais cette vedette de foot, ça peut être une vedette de cinéma. Alors, il y en a qui sont influenceurs sans le vouloir, mais il y en a qui en ont fait leur propre profession.
Vous voyez? Et ça, c'est intéressant. Et peut-être que quelqu'un qui animait une émission de radio comme toi, un jour devient influenceur avec un podcast, par exemple. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est Pourquoi juste, pas? c'est le même travail, mais avec un autre médium. Mm-hmm. Voyez? Et donc, on va arriver à la dernière dérivée, justement, de toutes ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est l'intelligence artificielle. C'est le sujet, je dirais, tabou et phare à la fois. C'est-à-dire que tout le monde en parle, mais en même temps, personne ne veut réellement en parler. Il y a plusieurs études, plusieurs inquiétudes, et plusieurs satisfactions aussi, même dans tous les domaines. On a les pour et les contre. À l'école, on a les professeurs qui sont généralement contre parce que les étudiants n'étudient pas. On a les étudiants qui sont pour parce que ça les aide à aller plus vite. Dans la publicité, par exemple, les personnes qui n'ont pas le moyen de payer des professionnels, ça les aide. Mais les professionnels sont contre parce que ça prend leur travail. On avance dans une ère où peut-être l'IA va peut-être remplacer même des rapports sociaux. Parce qu'on a les robots qui ont commencé à être créés, on a les voitures qui ont commencé à être automatisées, moins de chauffeurs, moins de personnes pour faire la vidange. Est-ce que justement cette nouvelle technologie-là ne va pas changer le rapport social que l'être humain a envers l'autre être humain et va pas créer un autre rapport social envers l'homme et la machine? C'est déjà commencé, et c'était commencé bien avant l'IA, je pense aussi. Comment dire, la technologie, on en a déjà parlé lors d'une émission et James était là. Je pense qu'il faut revenir sur l'idée que peu importe la technologie, une technologie en elle-même est pas mauvaise ou bonne. Elle est neutre, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Vous voyez? Et bien sûr, quand on teste une nouvelle technologie, on ne sait pas trop dans quelle direction, les sociétés laissent un peu aller pour voir dans quelle direction justement ça peut aller. Et ensuite, peut-être mettre des barèmes pour ne pas exagérer certaines tendances. Mais ce qui est intéressant, j'écoutais récemment, parce que j'écoute encore la télévision. Ça, c'est rare. Il y a plus. C'est pas tout le monde qui écoute encore la télévision, mais moi, j'écoute la télévision. Et on a encore des pauses publicitaires. Et j'écoutais une pause publicitaire, et je vais dire c'était quelle compagnie. C'était la Toronto Dominion, la banque Toronto Dominion. Vous savez, la banque avec TD en vert. Hein? Oui. Bon. Et il y avait l'annonce à la télé commençait avec une musique assez populaire qui disait « Nous sommes des humains, we are all human ». Et là, vous voyez un petit robot qui se promène dans la rue. Un petit robot qui se promène dans la rue. Qui s'identifie comme étant un être humain. Non, c'est pas ça encore. Et là, ça, c'était le punch. Là, t'as donné le punch. Là, mais... désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est un petit robot à 4 roues qui se promène au centre-ville d'une grande ville, à travers les piétons, et il se rend à un coin de rue où il y a un homme qui, vous savez, qui fait qui arrête les voitures quand il y a des écoliers qui traversent la rue, par exemple. Vous voyez? Et là, il s'arrête à côté de lui et cet homme-là prend son téléphone et l'approche de la machine et le couvercle s'ouvre et, oh, formidable, il y a un café pour le monsieur à l'intérieur. Il referme le capot et la petite machine s'en va. Et la musique continue et on dit « pour un monde plus humain ». La banque TD, Toronto Dominion, pour un monde plus humain. Mais qu'est-ce qu'on nous a présenté? Une machine! Alors, vous voyez, c'est formidable qu'on nous dise on veut un monde plus humain, mais qui va être de plus en plus technologique. C'est une contradiction en soi. C'est une contradiction. Oui. Mais c'est justement ça, le monde humain, voilà. Bientôt. Oui, mais ça, c'est la façon qu'on a pour nous vendre la chose. C'est ça. Si on n'est pas pour vous dire notre technologie, ça va vous rendre moins humain. Ça marchera pas. Alors, on fait tout à fait l'inverse, et plus on le répète, plus les gens vont penser que c'est vrai.
Parce que c'est aussi ça, moi je dirais c'est plus des messages subliminaux. Mais c'est pas subliminal. Dans ce cas-ci, on le dit clairement. Explicite. C'est très explicite. Mais aussi, moi je pense que le fait de bombarder avec des choses comme ça, même si on le dit pas clairement, ça te met dans une ambiance où tu te dis, finalement c'est ça. Oui. C'est ça le ça nouveau nous empêche. monde. Si on réfléchit pas. Vous voyez, le message revient quelquefois. Moi, j'en ai même parlé dans mes cours. J'ai même montré la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans un de mes cours sur les communications? J'ai dit, vous pensez quoi de ça? Et les jeunes me regardaient, ils disaient, bon, ça va, c'est une belle annonce. Il a reçu un café. Non, le message, c'est quoi? Le message, c'est, on veut un monde plus humain. Et c'est une machine qui apporte le café. Pourquoi c'est pas un être humain qui apporte le café? C'est totalement paradoxal. C'est exactement ce que je disais. Montrer cette même vidéo à des jeunes qui ont peut-être entre 18 et 25 ans n'aura peut-être pas le même effet si tu montres cette vidéo à quelqu'un qui a entre 40 et 55 ans. Bien sûr. Parce que l'expérience de la vie est différente. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est né dans une ère où il y avait déjà Facebook pendant qu'il est né, il a connu ça toute sa vie. Il y a une symbiose de la technologie et de la personne pour cette génération-là. J'ai une nièce qui ne peut pas dormir sans son téléphone dans la main. Dans la main. Elle doit dormir avec son téléphone dans la main. Wow. Et vous voyez la dépendance? Oui. Mais est-ce que c'est pas, je dirais, c'est la question un peu bizarre, mais est-ce que c'est pas mieux d'être dépendant à la technologie que d'être dépendant à des substances qui sont plus graves? C'est mieux d'être dépendant de rien. Surtout ça, c'est ça qui est le meilleur, justement. Mais oui, il faut pas commencer à faire une hiérarchie des dépendances. Je pense pas. Toute forme de dépendance est négative, bien sûr. C'est dépendance, ça veut dire je ne peux pas m'en passer. C'est ça. Vous voyez, je peux pas vivre sans. Mais là, on parle pas de la dépendance amoureuse. Être amoureux est une forme de dépendance. Toute forme de relation humaine est une forme de dépendance, mais c'est pas pathologique en soi. C'est quand ça devient pathologique que là, il y a des problèmes. Exactement. Et donc, comme dernière question, est-ce qu'on peut faire une certaine sorte de récapitulatif global? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On est arrivé depuis lors de la transformation par rapport aux rapports humains, du fait que de se cacher derrière des réseaux sociaux. On est arrivé par rapport aux personnes d'influence. On a terminé par rapport à l'intelligence artificielle. Et là, on parle de transformation des relations sociales. Est-ce que définitivement, on peut penser, je dis pas affirmer, bien sûr, on n'est pas dans le cadre des affirmations. Est-ce qu'on peut penser qu'on tend dans un monde plus humain avec des machines, par exemple, qui représentent les humains à la place des hommes qui sont les humains? Ou est-ce que tu penses qu'il y aura des changements? Parce que tu as aussi dit que des fois, on laisse couler et puis après, on met des barrières. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Moi, je dirais, ça dépend qu'est-ce qu'on considère comme étant un être humain. Si vous avez un facsimilé, une copie d'un humain, est-ce que c'est un humain? Bonne question. Moi, si je vais et je parle à ChatGPT et je lui demande comment ça va, il va me dire ça va bien. Et toi, comment ça va? Et je peux avoir une discussion presque amicale avec ChatGPT. Je change sa voix selon comment je me sens. Est-ce que je veux une voix féminine, une voix masculine, etc. Et je peux avoir l'impression de parler à un humain, vraiment, bien sûr. Est-ce que c'est un humain? Bien sûr que non, c'est une machine. Vous voyez? Et c'est même pas une intelligence. Moi, je trouve que déjà, avec le terme intelligence artificielle, c'est une catastrophe d'avoir nommé. C'est vrai que ça ressemble à de l'intelligence, mais c'est pas de l'intelligence. C'est l'inverse de l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui connaît plein de choses. C'est pas vrai. C'est pas ça. L'intelligence, c'est la capacité de créer des liens à travers l'imagination. Est-ce que ChatGPT a de l'imagination? Il utilise l'imagination qui lui est donnée pour créer. Qui lui est donnée, voilà. Yeah. Voilà. Mais, encore une fois, dans un monde comme le nôtre, postmoderne, où les jeunes, pas seulement les jeunes, les gens en général sont isolés la plupart du temps, on valorise beaucoup l'individualisme. À un moment donné, on se retrouve seul et ChatGPT peut apparaître comme
quelque chose qui vient compenser le manque de liens sociaux. Bien sûr, il y a une Japonaise qui a marié un personnage de ChatGPT. J'ai même vu un documentaire où il y a une femme qui est en couple avec ChatGPT. Donc... Et elle a dit, il m'a appris l'amour. Quoi? Ça peut paraître drôle, mais... Mais c'est ridicule. C'est pas drôle, c'est ridicule. Ça peut l'être, mais par exemple... C'est une maladie mentale. Ça s'appelle une maladie mentale. C'est une dépendance aussi. Quand on ne peut pas faire la différence entre une machine et un être humain et de dire, moi, je suis tombé en amour avec une machine. C'est un peu je vais vous donner un autre exemple. Hein, je peux dire, moi, j'aime mon chat, j'aime mon chien. Et mon chien m'aime beaucoup, il est incroyable, il me donne beaucoup d'affection. Tout ça est faux. Ça, c'est une histoire qu'on se raconte parce que l'animal, il est déterminé par ses gènes à être affectueux et à aimer son maître. Est-ce qu'il nous aime au sens humain du terme? Bien sûr que non. Il n'y a aucune connaissance de c'est quoi aimer ou la conscience des responsabilités qui vient avec le fait d'aimer. Non, il est un chien et le chat est un chat. Maintenant, on en fait des petits humains. Comment dire? On va rendre anthropomorphiques ces animaux-là, et on fait la même chose avec des machines. Totalement, parce que même pour les animaux, par exemple... Il faut juste être conscient de la chose. Du moment qu'on est conscient qu'on a cette tendance à humaniser des choses qui sont inhumaines, il n'y a pas de problème. Et moi, je ne vois pas le problème. C'est quand on dit « Non, mon chien, c'est mon bébé. Mon chien, c'est comme mon enfant. Mon chien, quand il va mourir, je vais l'enterrer et je vais lui faire un funéraire comme... » Ouais, là, on a un problème. Parce que le chien vient remplacer l'enfant. On a plus de chiens dans les maisons qu'on a d'enfants aujourd'hui. C'est pas... est-ce que c'est normal? Et c'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est présent actuellement. Oui. On parle de relancer la natalité un peu partout, les chiens. En Europe, sur le continent américain, au Canada et tout le reste, mais les animaux, eux, ils n'ont pas une natalité qui a des problèmes. J'ai même déjà entendu, dans une conversation que j'écoutais d'une seule oreille, quelqu'un dire « Moi, mon animal, c'est comme un petit être humain. Mon chien, c'est mon enfant. » Mais la personne en parlait comme un humain. Alors, si on peut le faire pour des animaux, on peut le faire pour des machines, on peut le faire pour plein de choses. Il faut juste être conscient que c'est faux. C'est une fiction, c'est pas vrai. Est-ce que justement l'homme se met pas dans ces conditions-là exactement parce qu'il a besoin d'être dans une fiction réconfortante par rapport à son quotidien aussi? Ben, ça vient pallier des manques. Si on s'entoure d'animaux domestiques, c'est parce qu'on se sent seul et isolé. Il faut compenser pour pas devenir fou avec des animaux domestiques. Très bien. Et on fait la même chose avec l'IA ou la pornographie, des robots, des machines ou n'importe quoi. Yeah. Vous voyez? Mais de là à dire, je sais pas moi, tomber amoureux d'un personnage de IA, ou même de tomber amoureux d'une personne qui est, comment ça s'appelle, vous savez, ceux avec qui OnlyFans qui vendent leurs services sexuels. Il y en a qui dépensent des fortunes là-dessus. C'est pour ça qu'elles se font des millions en à peine quelques jours. Oui, mais c'est un leurre, c'est une fiction, ça n'existe pas. La jeune femme ou le jeune homme de l'autre côté, il est gentil avec vous. Pourquoi? Parce que vous payez grassement son travail. Alors, c'est la même chose. Vous voyez? Ce sujet est très 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 intéressant et puis il nous envoie dans beaucoup d'options. C'est vraiment génial. En tout cas, les rapports sociaux à l'heure actuelle sont vraiment transformés. Il y a tellement de variantes. Certainement, on pourrait avoir d'autres discussions par rapport à ça avec James Olivier qui malheureusement n'était pas avec nous pour cette belle discussion, mais qui sera là dans la suite de l'émission. Merci beaucoup Paul pour cette très très belle discussion. C'était vraiment très génial de parler avec toi. C'est mon grand plaisir. À bientôt.